Voilà, c'est la film. Regardez sur le, voilà, le moniteur. Donc, il y a une section qui est intitulée Calendrier du cours. Donc, il y a en bas, ici, vous pouvez vous inscrire pour vos participations au séminaire. Donc, ce qui est exigé, c'est que vous participez dans 2 séminaires. Mais celui du 15 décembre, il est obligatoire pour tout le monde. 2 séminaires pour ce cours? Oui. Pas tous les cours confondus. Pardon? 2 séminaires pour ce cours, pas Pour tous ce- les cours. Oui. Pour ce Celui cours, du 15 septembre, il est obligatoire. pour y avoir une évaluation continue, donc vous devez faire 2 séminaires, dont l'un est obligatoire, celui du 15 décembre. Il est obligatoire pour tout le monde. Et un autre. Un autre, plus il faut faire test en ligne. Et le test en ligne, il sera disponible le 22 décembre. Donc juste à la veille de Noël. Je n'ai pas encore d'idée. Non, voilà, donc il y a les dates pour chacun des séminaires, il y a le sujet. Et ça peut être n'importe quel sujet concernant la politique? Non, vous Concernant... choisissez le sujet et donc la date est déjà fixée. Donc si vous allez faire le sujet la tyrannie de la majorité, il faut le présenter le 5 janvier. Quel que soit le sujet que je choisisse, il faudra le présenter le 5 janvier, c'est ça? Non. Il faut que je choisisse la date et le sujet. Non, vous choisissez le sujet. Voilà, les dates sont fixées et les sujets aussi. Donc pour le 1er décembre, le sujet est fixé, le régime de la 5e République. Voilà. Pour le 15 décembre, là c'est obligatoire pour tout le monde. Pour le 5 janvier, c'est la tyrannie de la majorité. Pour le 12 janvier, démocratie élection. 19. Voilà, donc dernière possibilité, c'est que vous choisissez un sujet. Bonjour, excusez-moi pour le retard. Mais vous n'aimez pas la date. Vous choisissez un sujet, mais la date ne vous tombe pas bien. Vous pouvez présenter ce même sujet pour le 26 janvier. D'accord. Bien compris? Donc, bonjour tout le monde, on fait un récapitulatif de tout ce qu'on a déjà présenté dans le tableau de secours, tout ce qui reste comme notre devoir à préparer et pour tout ce qui est l'organisation de notre travail d'ici la fin du semestre. D'abord, je vous invite encore une fois. D'abord, on fait un récapitulatif du plan du cours. Donc, jusqu'à présent, les conférences qui pouvaient être présentées par moi et mes collègues sont les suivantes. D'abord, la science politique. J'espère que
ce sujet était déjà discuté avec vous, c'est ça? Oui, La science politique, un sujet traité par, je pense, professeur Krasteva. Pardon? Oui. D'accord. La politique, toujours, présentée par Madame Krasteva. Les régimes politiques. Vous avez parlé sur Oui. le sujet régime les politique, autoritaires, démocratie. etc. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. L'État, donc c'est un sujet que je vous ai présenté déjà. Donc c'est Apparemment, c'est la semaine prochaine, les présentations de la 5e République. Apparemment, c'est la semaine prochaine. Ah oui. Ouais. J'avais pas remarqué. voilà, on continue avec le plan du cours et les sujets qui étaient discutés, présentés par mes collègues. On fait un récapitulatif. La société civile. Quelqu'un de mes collègues vous a présenté ce sujet déjà? Je crois que j'avais pris un exemple de société civile. C'était. Attends. Je peux. Oui, mais pour le reste de vos collègues, est-ce que le sujet la société civile vous a été présenté par l'un de mes collègues jusqu'à temps présent? On a parlé des partis politiques et de... Parti politique, c'est moi qui vous a présenté le parti politique. Ah ouais. Mais la société civile, c'est une autre chose, un autre sujet. La dernière fois, on a discuté des élections et de... Les élections politiques. Ouais. Et le comportement politique? Ah, ça non, je crois pas. Je sais Non, je ne pense pas. Les idéologies politiques? pas. Oui, Ouais. oui. Voilà, la société civile, Oui, donc mais ce qui me reste, c'est le le comportement comportement. politique. oui. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, on finit avec les sujets présentés par les profs. Donc je vais vous présenter le sujet sur le comportement politique. Dès le 1er décembre, on commence donc la seconde partie de ce calendrier du cours qui comprend tous les séminaires dans lesquels vous devez participer 2 fois. Une fois le séminaire fixé pour le 15 décembre avec professeur Krasteva qui vous a donné un sujet sur lequel vous devez présenter d'abord un essai et donc publier cet essai. La date limite, c'est le 10 décembre. Et le 15 décembre, donc dans le cadre de cette séance avec le professeur Krasteva, vous allez discuter avec elle l'essentiel de vos essais. Allez-y. Madame, pour l'essai, la présentation, je voulais demander est-ce que je pourrais présenter l'essai plus tôt parce que le 15 décembre, je ne serai pas là. Ça, il faut le fixer et le discuter avec le professeur Krasteva. Plus tôt, non. Ce qui est possible, c'est de le faire le 26 janvier.
je vais parler avec. Donc vous partez, vous ne revenez pas jusqu'à la fin du semestre, c'est ça? Non, je serai absente juste une semaine. Ah, d'accord. Mais il faut discuter avec elle. Vous trouvez un message. Oui, je Oui. vais vous écrire un message. Merci. Voilà, donc le 15, c'est la science politique et moi, l'exercice avec le professeur Krasteva. Pour le reste des séminaires, donc, on a établi un calendrier et donc vous êtes invités ici de vous inscrire pour le reste des séminaires. Donc choisir encore un séminaire entre celui qui est prévu pour le 1er décembre, qui porte sur le régime de la 5e République française. Il y a déjà 2 collègues qui sont inscrits sur ce séminaire, Christian et Andreas. Voilà, le second sujet du séminaire, la tyrannie de la majorité, qui est prévu pour le 5 janvier. Et donc, il y a 2 collègues qui sont inscrits, Johanna et Angelica. D'accord? Troisième séminaire, 3e et 4e, donc pour le 12 et le 19 janvier, c'est toujours le même sujet, démocratie et élection. Alors là, il faut quand même consulter avec moi. Quels sont les collègues Todor, Andrea et Victor? Qui sont? Victor, Andrea et Todor. Donc, avec vous, il faut quand même établir sur quel pays vous allez faire votre étude qui porte sur les élections. Parce que, quand même, il faut, voilà, il y a une grille d'analyse assez détaillée. Je vais le trouver. Voilà. Élection, cas d'étude d'une élection choisie. Donc, il faut quand même établir laquelle sera cette élection que vous allez choisir. Donc, vous avez au choix soit les dernières élections présidentielles en Bulgarie, soit les dernières élections municipales en Bulgarie, soit les dernières élections générales en Bulgarie. Vous pouvez en réfléchir jusqu'à la fin de notre séance aujourd'hui et choisir élection présidentielle, élection générale, élection municipale en Bulgarie. Donc, au cas où vous allez avoir des questions, on peut les discuter. Madame, est-ce que vous pouvez répéter parce que je n'ai pas trop compris? Voilà. Vous, Victor et Todor, vous vous êtes inscrits pour les séminaires qui portent sur le sujet démocratie et élection. Démocratie et élection, voilà. Vous allez faire votre étude en suivant un schéma d'analyse qui est explicitement présenté. Donc, vous devez suivre ce schéma d'analyse. Mais vous devez appliquer ce schéma d'analyse sur une seule élection qui s'est produite en Bulgarie. Donc, vous devez choisir. Donc, est-ce que vous allez analyser les élections présidentielles en Bulgarie de 2021? Est-ce que vous allez analyser les élections municipales en Bulgarie de 2023?
ou bien vous allez analyser les dernières élections générales, donc législatives, de l'année dernière. Donc chacun d'entre vous doit choisir. Voilà. C'est obligatoire de choisir des élections en Bulgarie. Vous pouvez choisir les élections en France si vous voulez. Par D'accord. exemple. Mais c'est toujours pareil, donc présidentielle, Bon, générale, municipale. d'accord. Donc la seule règle est que vous ne présentez pas le même sujet, hein, Bon. le même cas d'étude. Mhm. Il faut quand même faire la différence sur les cas d'étude. D'accord. Y a-t-il encore d'autres questions sur l'organisation du travail d'ici jusqu'à la fin du semestre? Oui? Non. D'accord. T'as fait un truc ou pas? T'as fait un truc? Non, pas encore. Moi non plus. J'ai posté une vidéo sur la 5e République. Faut poster aussi une vidéo? Non, elle a mis sur son Ah. sur le modèle. C'était ça. C'était genre, ça doit faire 20 minutes au moins de présentation. Le mien et le tien 20 minutes. 20 minutes chacun. Да, немецки, да. Защото аз вече съм си избрал там и не ми се смея, наистина. Добре, че искаш парламентарен? Да. Добре. C'est ça, Сигурно че не парламентарен. Или какво искаш ти? sur le Кажи modèle. какво искаш тя, ще дам копия от там. Comme un exemple, Je sais pas, moi, c'est 50 minutes la vidéo, du coup je pense. ça m'ennuie. Ти си си Je pense juste tu prends une note et après tu racontes ce qu'il y a dans la vidéo. Ouais, ouais. Индия. Sinon, je crois que tu devrais présenter sur la 5e République, genre l'histoire de la 6e, comment c'est fondé. Après je pense que c'est vas-y dans la vidéo. Ouais, ouais. Бяха купени. Един слайд и толкова. Тук си Всяка година. Всеки. пълен абсурд. Особено последните избори бяха пълна фаза. То точно тогава Пеевски ги изкупи. Буквално се квартиранта ми сега фани как на последните избори съм били купили с гласа и на семейството. Сама не това. Говорим за бусовете турци, дето влякоха и какво ли не. Ставят тук. Гледам тук вчера ни репортаж как някакъв алжирец пребил някаква студентка. Преди колко години. Са все алжирците. Крис. Tout le monde est là. Finalement. Calmez un peu le truc. Si ça vous gêne, vous pouvez le permettre les parents. Alors, le comportement politique. Voilà, on commence avec quelques images. Vos premières impressions de ce que vous voyez sur l'écran. C'est une image qui explicitement fait référence à quoi? Quand les Juifs, je pense, forcément sautaient des... Как е мост? Мозък е мозък. Не, мост. 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 Веднага се сетих Депон. за... Как? Пон. Пон. Pont est là. Des ponts pendant l'Holocauste. Това са се... Les Juifs. Les Juifs. Как са ги хвърляли през столата. И са ги накарали да се събудят.
Ah, d'accord. Donc, ça vous fait une réminiscence avec un événement tragique du destin des Juifs en Europe tout au long de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient jetés par les ponts et ils étaient demandés de... Leur... Voilà. Quelques autres idées. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? D'ailleurs, la temporalité de ce que vous venez de nous présenter ne coïncide pas avec l'image que vous avez parce que, apparemment, il y a 80 ans, donc pendant les années 40 du XXe siècle, vous n'allez pas avoir des modèles de bus aussi contemporains que ça. Donc, ce n'est pas une image qui reflète l'époque de la Seconde Guerre mondiale et cette poursuite des Juifs et les événements tragiques associés avec cette période. Les autres collègues? Et c'est une bande de chaussures. Oui. Ouais, un marché de chaussures. Je sais pas, je vois. Mais pourquoi est-ce que les gens ont mis leurs chaussures sur une place? Bon, Apparemment une place qui représente un milieu aussi important pour la circulation, une place qui a une visibilité assez importante dans le cadre de la localité, dans le cadre d'une ville peut-être européenne. Ça rassemble d'une ville européenne. Pour protester. Pardon? Pour protester. Voilà, pour protester. Et protester sur quel sujet? N'importe quel. Les chaussures. Je sais pas. Les chaussures. Les chaussures sont le symbole de quoi? Mobilité. De mobilité. Ouais. Peut-être Donc c'est il pas se assez peut que qu'il s'agit d'un proteste pour les réclamer, marchés, ouais. réclamer un peu plus de liberté, Mouvement. de mouvement, etc. etc. Les autres collègues, qu'est-ce que vous en avez comme idée? C'est une sorte de proteste. Sur quel sujet? Donc, liberté de mouvement, suggéré. Ouais. Liberté de mouvement. Très bien. Quand même, hein, on va voir que parfois, les modes de contestation ne sont pas directement liés au sujet de proteste ou bien au sujet sujet contesté par les citoyens. Néanmoins, la question principale de notre sujet aujourd'hui, le comportement politique, est directement lié à la bonne compréhension de ce qui est l'étude de la politique. Parce que parfois, il y a des approches analytiques qui mettent au centre de l'analyse des événements politiques, notamment l'étude du comportement politique. Donc il faut bien localiser le contenu de cette notion comportement politique. Donc dans l'étude de la politique, il y a John Stuart Mill qui établit ce modèle dit du mécanisme politique. Qu'est-ce qu'il a introduit par cette notion de mécanisme politique? Donc, à son avis, sur la base de tout ce qui était la politique pendant les années du siècle des Lumières, et même comme une démarche suivante dans le développement de l'espace politique en tant que tel,
il a suggéré que les acteurs politiques, les instances politiques, pour prendre des démarches importantes pour la société, ils sont invités de le faire, donc ils sont incités de faire des démarches parce qu'il existe des facteurs dans le contexte et dans l'environnement qui demandent cette réaction. Donc, le pouvoir politique, selon John Stuart Mill, est celui qui réagit déjà sur les demandes incitées par les citoyens. Et c'est dans ce cadre analytique, cette approche analytique qu'on a introduit donc ce modèle dit de top-down et bottom-up. Donc on peut avoir deux perspectives sur la politique, le mode de fonctionnement, le mode d'action et de réaction des acteurs politiques. Top-down, l'approche top-down inclut quel modèle? Le modèle top-down inclut donc une activité lancée et commencée par le pouvoir central. Ça, c'était le mode de gouvernance qu'on a vu donc se développer tout au long du Moyen-Âge, puis même à la veille de la Grande Révolution française. Mais avec la Grande Révolution française, on a été en présence d'un nouveau modèle qui s'est développé. C'était notamment le modèle de bottom-up. Ça veut dire que les citoyens, en tant que tels, avec tous les moyens qu'ils avaient alors développés comme moyens de rapport, y compris les contests, les mobilisations contestataires, etc., sont devenus un acteur majeur dans le fonctionnement de la politique, et donc ils sont devenus l'élément le plus actif dans le mécanisme politique de John Stuart Mill. Donc, il y a 3 ouvrages qui sont essentiels pour la bonne compréhension de ce qui est le concept du comportement politique et l'étude du comportement politique en tant que facteur clé dans les développements politiques et les événements politiques. Le premier, c'est un ouvrage publié par Seymour Lipset, vous voyez, à la fin des années 50. Cet ouvrage s'appelle Le Man politique, Political Man. Je dirais, l'avancée le plus important de cet ouvrage, c'est de bien décrire donc la motivation qui fait le comportement de l'homme politique un jeu spécifique, surtout dans le contexte de la mondialisation, du renforcement de l'État-nation, de renforcement du champ politique en tant que champ de gouvernance. Le second ouvrage, qui est d'ailleurs un œuvre important dans le domaine des sciences politiques francophones, fut publié en 1992 par Nona Mayer et Pascal Perrineau, deux collègues français assez éminents comme chercheurs dans le domaine de sciences politiques.
et c'est leur ouvrage Les comportements politiques, qui, de sa part, ont inclus dans cet ouvrage les observations déjà sur place sur les mouvements contestataires qui ont quand même mobilisé beaucoup de Français, surtout qui ont représenté une vague assez importante dans le comportement politique et les mobilisations contestataires à la fin des années 60. Et finalement, il y a aussi un autre ouvrage de David Chanelot, Sciences politiques, publié quelques années plus tard. Donc, sur la base de ces ouvrages, on peut s'accorder sur une définition de ce qui est le comportement politique. Et cette définition va nous servir comme un point de départ dans les études plus approfondies sur le tissu social, sur les développements politiques dans un contexte particulier. Quand on dit comportement politique, on comprend alors l'ensemble d'activités. Donc ces activités peuvent être de différentes natures, de différentes dynamiques, de différents degrés de mobilisation, etc., qui visent à influencer un moment stratégique. Et c'est notamment le moment où les décisions sont prises sur la distribution des ressources et du pouvoir au sein de la société. Par cette définition assez large, on peut quand même détailler quelques types de comportements qui, ensemble, nous donnent la bonne compréhension du comportement politique comme une notion dans la science politique. Donc, il s'agit d'abord du comportement électoral. Le comportement électoral est spécifique parce qu'il rassemble chaque type d'activité et de mobilisation à la veille des élections qui sont un événement clé dans la démocratie contemporaine. Mais pendant les périodes sans élection, et aujourd'hui la démocratie stable représente donc des périodes de développement sans élection à l'échelle nationale, régionale ou bien supranationale. Donc pendant ces périodes, il s'agit aussi de bien connaître et de bien comprendre le comportement non électoral. Celui qui est associé avec les différents mouvements sociaux, donc la création des mouvements, la dynamique derrière les mouvements, les questions sur lesquelles les mouvements s'investissent, etc., etc. Donc, toute question liée au fonctionnement, à l'émergence, fonctionnement des mouvements sociaux, mais y compris aussi chaque autre forme de politique contestataire. Donc, comportement électoral et formes de comportement non électoral comme les mouvements sociaux et les formes politiques contestataires. Voilà, donc dans le cadre de cette conférence, on va discuter le sujet de comportement politique suivant le plan suivant. D'abord, les formes de comportement politique. On va
essayer à dégager deux différents types de comportements politiques, donc des formes conventionnelles et de l'autre côté, bien évidemment, des formes non conventionnelles. Puis, en revue de type historique plutôt, on va chercher à dévoiler la période classique de différentes mobilisations et de l'émergence de comportements politiques en tant que tels. Puis les études behavioristes et l'avancée de la science politique anglo-saxon pendant les années 50-60 du XXe siècle. Et c'est notamment la perspective descriptive dans l'étude des comportements politiques. Finalement, troisième étape historique dans le développement de l'appareil analytique de sciences politiques dans l'étude de comportement politique, c'est la redécouverte de la participation politique en tant que sujet d'étude. Et c'est notamment les études qui ont formé les recherches des années 70-80 du XXe siècle. On était en découverte des formes conventionnelles et leur transformation en forme non conventionnelle. Et après les années 2000, le citoyen numérique et ses formes de participation, de mobilisation, donc d'exercice de comportement politique. Bien évidemment, on va aussi discuter différents facteurs qui jouent sur le comportement politique, plus spécifiquement sur le comportement électoral. Forme de comportement politique, conventionnel et non conventionnel. Les formes conventionnelles, celles qui se sont déjà établies comme des normes, comme des pratiques essentielles de la démocratie contemporaine, sont les suivantes. D'abord, le vote. Chaque citoyen est censé aller voter dans les démocraties modernes et c'est le principe de base du fonctionnement de chaque démocratie libérale. Le droit de vote est reconnu par les textes constitutionnels et le droit de vote comprend de sa part deux différentes formes. Le droit de vote passif et le droit de vote actif. Quelle est la différence entre le droit de vote passif et le droit de vote actif? Allez-y, Guillaume. Dans le droit de vote actif, on élit. Et dans la forme passive, on peut être... C'est tout à l'inverse. Le droit de vote actif, c'est l'opportunité de chaque citoyen de se présenter en tant que candidat dans les listes et dans chaque type d'élections qui sont organisées dans son pays. Le droit de vote passif, c'est le droit de chacun d'aller exprimer son choix sur les candidats et les listes des candidats présentés lors des élections à l'échelle locale, nationale, régionale, supranationale. Les deux aspects du droit de vote sont toujours réglés par des textes constitutionnels. Ça veut dire qu'aucune législation ne peut pas limiter le droit de vote proclamé par les textes constitutionnels. Donc, on ne peut pas imposer
On dit on ne peut pas imposer des limites sur le droit de vote, mais quel type de limites on peut s'imaginer? Comment est-ce qu'on peut limiter le droit de vote, par exemple? Parce que la manière de laquelle les gens utilisent cette première forme de comportement politique, voilà, elle peut être influencée par différentes modalités dans la législation, dans la pratique, etc., etc. Donc, essayez d'imaginer les conditions qui vont limiter, objectivement, vont limiter l'exercice du droit de vote par les citoyens. Mais transforme l'élection à une élection truquée, genre tu triches sur l'élection. Oui, mais non, ça c'est un résultat. L'exemple que vous donnez, c'est un résultat de quelque chose d'autre qui résulte à des élections truquées. D'autres exemples. C'est difficile peut-être d'imaginer des limites qui peuvent être imposées sur le droit de vote parce que... Certaines personnes peuvent être frappées d'indignité. Pardon? Certaines personnes peuvent être frappées d'indignité. On leur retire le droit civique. Oui, voilà, ça peut être un résultat d'un jugement, tout à fait. Mais est-ce que cette approche est juridiquement bien justifiable, mais en même temps, dans le contexte des démocraties libérales, ça doit être non pas une pratique régulière, mais cette possibilité doit être elle-même limitée par des conditions spécifiques. Est-ce que vous avez un exemple sur lequel vous basez votre commentaire? Pas en tête actuellement, mais je n'ai pas de nom. Est-ce que quelqu'un s'en souvient d'un cas où un homme était limité d'exercer son droit de vote, passif ou actif, parce qu'il était condamné en tant que coupable d'un crime, n'importe quel? C'est ça ce que Séraphin vient de nous dire, que comme un résultat d'un jugement de cour, les gens peuvent être privés de leur droit de vote, soit passif, soit actif. D'ailleurs, lequel de deux éléments est plus fragile au sens légal? Lequel? Voilà, actif, tout à fait. Donc, il peut y avoir une décision judiciaire qui vous déprive. Oui, allez-y. Non, je reviens. Ben oui, d'accord. Que quelqu'un est déprivé pour un certain temps de ne pas se présenter en tant que candidat pour les élections différentes. Oui, allez-y. Marine Le Pen. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est une pratique qui est, même si on cherche à limiter ces pratiques, Les toilettes sont au fond du corridor à droite. Voilà. Donc, mais ce type d'imposer des limites sur le droit de vote actif se pratique dans les démocraties contemporaines rarement, et surtout quand il s'agit des crimes qui sont spécifiquement intitulés dans la partie de la code criminel qui est la plus importante. D'un autre côté, quand il s'agit du droit de vote passif,
quel type de limitation peut être imposée par des règles de la loi, d'une ordonnance, peut-être. Pour le passé, ça peut être une limite d'âge. Voilà, une limite d'âge, elle existe même, elle existe même aujourd'hui. Hein. Tout le monde qui n'a pas encore 18 ans ne peut pas ni se présenter. Non, les gens qui n'ont pas 21 ans ne peuvent pas se présenter comme des candidats. À quel poste? 21 ans, c'est pas député. Voilà, député. Les gens qui n'ont pas 40 ans ne peuvent pas se présenter pour quel poste? Présidentiel. Président de la République, etc., etc. Donc, quand même, il existe des limites reconnues par la Constitution elle-même. La règle est que chaque type de limite doit être inclus soit dans les textes constitutionnels, soit dans la loi qui régit l'organisation et l'exercice du vote, du droit du vote. Mais ça, c'est déjà une pratique qui est très importante dans le cadre des démocraties contemporaines. Second type de forme conventionnelle de comportement politique, c'est de devenir membre du parti politique. C'est quoi d'être un membre effectif d'un parti politique? D'y participer dans les réunions de tous les organismes de ce parti politique, d'avoir le droit de vote, hein, d'élire les dirigeants du parti politique, d'avoir le droit de sanctionner la rédaction de la plateforme politique du parti, du statut légal du parti, etc., etc. Donc se présenter comme un candidat à la gouvernance de ce parti politique, d'être le droit, donc avoir le droit d'être consulté sur la politique menée par le parti politique, etc., etc. Donc la forme conventionnelle de devenir un membre de parti politique est liée à de nombreuses opportunités à chaque individu qui est incité d'adhérer à un parti politique. Troisième type de forme conventionnelle, la participation dans la vie politique. La participation directe dans la vie politique se manifeste inclut soit des manifestations, donc de participer, organiser, initier et participer dans différents types de manifestations, mais vous pouvez aussi participer dans la campagne électorale d'un parti politique choisi. Donc, vous n'êtes pas un membre du parti, mais en tant que sympathisant de ce parti choisi, vous pouvez être active tout au long du temps de la campagne électorale. Ça, déjà, représente aussi une forme conventionnelle de comportement politique qui est liée à des activités particulières, mais qui ont une influence sur le champ politique. Donc, 4 différentes formes conventionnelles du comportement politique des citoyens. Les formes non conventionnelles, qui d'ailleurs semblent être les plus intéressantes, parce qu'elles se développent pendant les 3-4 dernières décennies, en quelque sorte. Et pour donner quelques exemples, une forme non conventionnelle, c'est la forme sit-in. Donc une personne, elle s'assoit devant le siège d'un organisme, d'une instance, d'un parti politique, peut-être de médias, etc., etc. Et c'est une forme non conventionnelle de proteste, de contestation, qui peut provoquer
d'abord l'attention des médias et peut aussi suggérer une future mobilisation autour de la cause, du problème, du sujet qui est présenté par les personnes qui utilisent cette forme non conventionnelle. Deuxième forme non conventionnelle, occupation de bâtiments. Occupation de bâtiments peut être faite par différents types de matériaux, donc une occupation tout à fait physique du bâtiment d'une instance, d'un organisme, peut-être des médias. On a aussi utilisé cette forme de contestation politique envers des médias, surtout dans les régimes plutôt autoritaires et autocratiques, etc., etc. Mais cette occupation de bâtiments, elle peut avoir aussi une forme digitale. Donc, en quelque sorte, dans l'espace numérique, occupé, donc bloqué, voilà, le site officiel de l'instance ou bien de l'organisme qui suggère cette forme de contestation. Il y a aussi les boycotts. Les boycotts c'est une forme non conventionnelle de comportement politique qui d'ailleurs peuvent être aussi efficaces sur des sujets particuliers. Vous avez une idée, un exemple sur un boycott tout à fait récent? Le boycott de Pepsi. Le boycott de Pepsi, c'est plutôt un boycott commercial avec des motifs commerciaux. Et plutôt dans le contexte bulgare, il y avait un boycott qui était lancé par une figure politique. Il y avait, oui, le boycott contre les grandes chaînes de supermarchés, d'hypermarchés. Voilà. Ça, c'est déjà un boycott qui est une forme de comportement politique parce qu'il est organisé par une plateforme politique, par un parti politique avec un but qui cherche à influencer des décisions politiques, des décisions du gouvernement. Les graffitis, toujours une forme non conventionnelle très aimée par les jeunes, les teenagers surtout, mais sont de plus en plus un moyen de dire directement quelque chose qui doit être explicitement montré à la grande public en tant que forme de proteste ou bien un message politique. Certains graffitis ne sont plus du vandalisme. Ça dépend. Oui, ça dépend. C'est le message qui compte ici. Hein. Les graffitis utilisés comme un moyen de passer un message envers les élites, envers les instances gouvernementales, etc., etc. Parfois, il s'agit d'un message, celui-là, hein, il est très spécifique. Vous pouvez imaginer le contexte dans lequel ce message est utilisé comme une forme non conventionnelle de comportement politique. Every morning, I wake on the wrong side of capitalism. Chaque matin, je me réveille à la côté. Sur la mauvaise côté. Voilà, sur le mauvais côté du capitalisme. C'est un message qui est spécifique pour quel type de contexte politique, comme une forme non conventionnelle de comportement. Est-ce que c'est un message que vous allez trouver sur les rues de la capitale bulgare, par exemple? Je ne crois pas, vu que ce sera assez relique. Ah non, parfois, non. Voilà, les protesteurs
voilà, les jeunes bulgares, ils peuvent faire référence et utiliser l'anglais. À 50%, le message peut être écrit en anglais. Hein. C'est pas une... je dirais... La langue anglaise n'est pas limitée pour les gens à s'exprimer. Donc c'est à la fois utilisé comme le bulgare. Mais bon, le contexte, dans quel contexte politique on peut trouver un message de cette forme, de cette taille, de cette idéologie? Aux États-Unis. Dans quel contexte? Capitalisme. Si on est sur le communisme, je ne saurais pas pourquoi on mettra ça. Ce serait sur le capitalisme qu'on mettra ce texte. Oui, apparemment, il s'agit des gens qui se méfient du capitalisme, qui réclament, je dirais, plus d'espace pour d'autres idéologies, d'autres types de développement social, etc., etc. Mais dans quel contexte, voilà, ce message, dans quel contexte il va avoir l'audience nécessaire? Sur les C'est jeunes. une question pour tout le monde, hein? L'occupation de bâtiments. Pardon? L'occupation de bâtiments. En quel sens? Vous avez demandé dans quel contexte. Oui. Et je vous ai donné l'exemple de... Dans le contexte bulgare, vous n'attendez pas voir un message pareil. Moi, j'ai jamais vu un message que quelqu'un conteste et proteste contre le capitalisme. D'accord. Mais pourtant, voilà, ce type de message, il est spécifique pour des contextes de type événement global, donc un événement qui rassemble les dirigeants à l'échelle globale, qui vont prendre des décisions sur le développement des organisations internationales, etc., etc. Ça, c'était tout à fait normal, une forme, je dirais, plutôt conventionnelle de proteste et de contestation à la veille de chaque rencontre au sommet de G7. C'est quoi le G7? C'est les grands pouvoirs économiques. Voilà, les grands pouvoirs globaux économiques dans les États-Unis d'Amérique, la France, Canada, Grande-Bretagne, Japon, Italie. Chaque fois qu'ils se rassemblent, n'importe quel sur le globe, à chaque fois vous allez avoir ce type de message, soit inscrit comme un graffiti message, soit même organisé comme une performance des citoyens, etc., etc. Donc c'est un message anti-globaliste. Voilà, il y a aussi les performances féminines pour la protection des droits de femmes. Donc une forme non conventionnelle et aussi de protestation. Voilà des exemples. Différents types d'exemples, surtout de la jeunesse. Proteste de jeunes à Forlì, Italie en 2011. Il y avait aussi cette vague Occupy pendant ces années 2010-2011. Il y a aussi le manif d'étudiants de Ljubljana en 1970. Ljubljana était toujours le capital de la République slovène dans le cadre de l'ex-Yougoslavie. Donc, Yougoslavie, pendant 7 ans, ce n'était pas un pays socialiste, c'est un pays au développement de tiers-monde, donc ni capitaliste ni socialiste, et en même temps, elle a donné la place de
grande protestation et de la part des étudiants. Donc, le groupe social le plus sensible en quelque sorte d'utiliser des formes différentes et même de créer différentes formes non conventionnelles de proteste, ce sont normalement et historiquement les étudiants, les gens, mais surtout les étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils sont éduqués. Oui, mais les gens au lycée, ils sont aussi éduqués. Il y a quand même une différence. Pourquoi est-ce que votre groupe est beaucoup plus actif dans l'organisation de différents types de protestes? Pour quelle raison? Quelle est la différence entre les étudiants au lycée et les étudiants à l'université? On a plus d'indépendance. Voilà. Un niveau plus grand d'indépendance des étudiants à l'âge universitaire. Par contre, il faut toujours tenir compte du fait que la manifestation peut avoir deux différentes formes. Pendant la période socialiste, il y avait des manifestations conventionnelles organisées par le régime. Lors de chaque fête nationale, chaque fête internationale, on organisait des manifestations tout à fait pacifiques et dirigées par le gouvernement. Les manifestations non conventionnelles sont donc les protestes, donc les manifestations non conventionnelles sont les mobilisations contestataires qui sont en quelque sorte une réaction vis-à-vis le régime, les gouvernants, le gouvernement en place, etc., etc. Donc les deux images que vous avez ici sont toujours du contexte bulgare. Manifestation conventionnelle lors de la fête nationale le 24 mai. Donc c'est la fête nationale de... C'est la fête nationale de quoi? Le 24 mai. C'est la fête nationale de quoi le 24 mai? De l'alphabet. De l'alphabet et de la culture bulgare. Et de la culture bulgare. Donc, manifestation conventionnelle pendant la période communiste. D'ailleurs, aujourd'hui, on organise toujours les mêmes manifestations et sont conventionnelles parce qu'ils sont pacifiques. Ils sont justement un mode d'expression de affiliation à une fête. Par contre, les manifestations non conventionnelles sont celles qui mobilisent un proteste. Et ça, c'est l'image de Sofia du mois de janvier 1977, quand les plus grands protestes contre le régime à cette époque-là, ça c'était toujours avec la constitution démocratique, mais le gouvernement était le gouvernement du Parti socialiste qui a provoqué la grande inflation dans le pays, la grande crise économique, et donc vous voyez une manifestation tout à fait non conventionnelle contre les dirigeants au pouvoir. Les facteurs qui pèsent sur les différents modes utilisés comme une forme de comportement politique sont les suivants. Bien évidemment, on a déjà suggéré le niveau d'éducation. Les plus éduqués sont toujours plus aptes à participer, à avoir un comportement politique actif. La profession joue aussi un rôle parce qu'il y a des milieux professionnels qui sont beaucoup plus susceptibles à mobilisation protestataire. Et l'âge, on a déjà parlé sur ce point-là.
Un autre ressource individuelle, c'est le type d'intégration sociale. Il y a aussi une autre notion, c'est le degré de socialisation de chaque individu. Donc il y a des gens qui, parce que ça fait partie de leur socialisation familiale, ils sont beaucoup plus susceptibles de participer dans des mouvements, dans des manifestations, dans des formes contestataires, etc., etc. Et par contre, il y a des gens qui, à cause de cette socialisation familiale, restent assez distanciés. Second type de facteur, les activités mobilisatrices. Surtout, il s'agit du rôle des partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont très actifs, qui comptent sur la mobilisation, qui comptent sur le comportement actif de leurs adhérents, de leurs sympathisants, etc., etc. Et donc, ils utilisent les campagnes pour mobiliser, pour explorer le comportement politique de leurs sympathisants. Troisième facteur, les mobilisations instrumentales. Il s'agit donc de cette forme de comportement politique dans le cadre desquels chaque individu fait un calcul, fait une sorte d'estimation du profit et des intérêts individuels qu'il va apparemment réaliser par sa participation dans une forme de contestation ou bien de comportement politique. Revenons sur les différentes formes de comportement politique, avec cette fois un regard particulier sur la stabilité des différentes formes de comportement politique. Dans les sciences politiques et sociales, on étudie un phénomène qui est celui de la volatilité du vote. J'espère que le professeur Todorov vous a introduit ou pas ce phénomène, la volatilité du vote. Vous avez discuté ça? Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé peut-être? La volatilité du vote, il s'agit de ce phénomène où les gens changent leur vote d'un parti à un autre. Si vous avez un niveau assez élevé de volatilité dans un pays, oui, il qu'est-ce nous a que c'est? parlé, Oui. il a dit que dans une région de Bulgarie, il y avait une volatilité haute basée sur les dernières élections. C'était quelle région? Quelles étaient les raisons? Ah, les autres collègues? Dans quelle région on trouve une volatilité élevée? Je pense que c'était quelque part en Bulgarie, nord-ouest. Ah oui, tout à fait, nord-ouest, tout à fait, nord-ouest. Je ne peux pas me souvenir aussi, mais je me souviens que c'était quelque part à la Bulgarie et de nord-ouest. Voilà, c'est tout à fait dans les régions de Vidin et de Montana. Mais faites attention, quand il s'agit de la volatilité du vote, donc la volatilité, on peut introduire une sorte de formule si vous voulez. Vous avez d'abord le taux de participation. Le taux de participation peut être de 0 à 100%.
n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et vous avez aussi le changement du choix. Changement du choix. Les questions qui se posent, est-ce que le changement de choix individuel, pour qui voter, peut se ranger entre 0 et 100%? Oui, Pourquoi? parce que le taux de participation, c'est de 0 à 100, non? Non. Pourquoi? Donc vous vous imaginez un cas où vous avez 5 partis. Oui. Chacun de ces 5 partis a 20 membres. Et à la fin des élections, aucun de ces partis n'a pas reçu même le minimum de 20 votes exprimés par leurs membres. Oui. Et Non, ça c'est une chose qui est, je dirais, hors de question. Donc, dans la logique de fonctionnement de partis politiques et le comportement politique, une fois que vous êtes membre d'un parti politique, c'est tout à fait naturel, presque à 100%, que les membres de ce parti vont voter pour ce parti lors des élections. Donc, ça veut dire que le changement du choix ne peut pas ranger entre 0 et 100%. Il faut exclure ce pourcentage de la population qui sont déjà membres de ce parti politique. Mais alors, est-ce que la volatilité sera plus élevée ou bien moins élevée si, disons, voilà, le changement du choix se trouve entre 10% et 90%. ça sera plus élevé Quand? quand c'est plus haut, le changement du choix. Si c'est à 60% ou 70%, ça augmentera. Voilà, donc, non, finalement, je ne vais pas épuiser le temps pour faire plus de spéculation. La volatilité s'élève dans chaque contexte où vous avez une base non stable des partis politiques. Parce que la règle est que si les partis politiques ont des membres assez actifs, ça diminue l'opportunité pour les électeurs de changer leur vote. Plus les partis politiques ne sont pas présents sur place, ne sont pas connus par les gens. Donc les gens peuvent sauter d'un parti à un autre parti tout simplement parce qu'à la veille des élections, quelqu'un se lui est présenté et lui a dit « Écoute-moi, moi je représente un tel parti, est-ce que tu peux voter pour moi ?» On peut même acheter son vote. Voilà. Quand même, quelles sont les observations de la volatilité du vote comme, je dirais, une observation classique? Un quart des électeurs, normalement, votent pour un différent parti vis-à-vis leur dernier choix. Et le même pourcentage des citoyens votent pour le même parti pour lequel ils ont voté lors des dernières élections. Quelqu'un peut poser des questions, mais ça fait au total pas plus que 50%. Qu'est-ce qui se passe avec le reste? Ils ne votent pas. Pourquoi pas? Ils peuvent voter. Mais il se peut que un autre quart de tout le reste, ce sont des gens qui n'ont pas voté lors des dernières élections, donc
ils expriment pour la première fois leur vote. Ils ne peuvent pas être classifiés ni comme ceux qui répètent leur vote, ni comme ceux qui changent leur vote. Donc la volatilité est un facteur, donc une dimension à étudier, mais il ne faut pas la tenir comme l'ultime voilà, facteur à étudier. Voilà, je saute parce que... Voilà, les approches et les étapes dans le développement du comportement politique. Première période de la Grande Révolution française jusqu'à la première moitié, la fin de la première moitié du XXe siècle. C'est la période pendant laquelle on a vu naître le citoyen actif. Il y a 3 acteurs qui ont spécifiquement travaillé sur cette question et ont vraiment fourni le champ scientifique et analytique, même théorique, sur l'étude de la citoyenneté. C'est John Stuart Mill, John Locke et Alexis de Tocqueville. Ils ont quand même fourni cette perspective qui est dite la perspective normative dans l'étude du comportement politique, qui porte sur ce qu'ils ont nommé le devoir de participer. Donc, pendant toute cette période d'être un citoyen, ça a déjà demandé une participation de devoir dans la prise de décision, dans l'organisation des élections, qui était d'ailleurs rare pendant tout cette siècle et demi. Le citoyen actif, il y avait des limites dans l'exercice du comportement politique actif. L'âge était fixé à 25 ans. Il y avait donc une requirement. Non. Condition, oui. Une condition que ce qui est reconnu en tant que citoyen actif, donc le droit de vote, il doit causer une fortune, donc il existait un vote censitaire. Il y avait aussi ce facteur de haut degré d'information politique. Il y avait aussi le phénomène qui s'est développé à la fin du 19e siècle, l'attachement aux valeurs du pluralisme. Et finalement, on a fini cette période avec la volonté de participation qui était renforcée par la création du mouvement ouvrier comme un résultat des processus d'industrialisation. La seconde étape du behaviorisme, donc ce sont les études surtout des collègues américains qui ont reconnu la réalité du citoyen passif comme un phénomène assez intéressant de cette période de l'après-seconde guerre mondiale. Les grandes études, je les ai citées, vous pouvez tout facilement les consulter, mais ils ont développé une critique de l'approche classique normative et idéalisée, et ils se sont en effet focalisés sur l'étude du citoyen. Ils ont découvert que d'abord le citoyen devient de moins en moins informé, il est de moins en moins engagé, il vote épisodiquement, et ça dépend de l'importance des élections pour sa vie personnelle ou bien à l'échelle de la politique nationale, et le citoyen devient de moins en moins rationnel. Donc le phénomène à étudier, et il faut le retenir dans vos études des élections, c'est le phénomène de l'abstention. On a étudié une abstention qui s'aggravait partout dans les démocraties
du XXe siècle. Et on a établi aussi le phénomène de l'apathie politique. Ils ont même forgé ce concept de l'apathie politique. Ils ont aussi avancé deux paradoxes que les démocraties n'aiment pas la passivité et l'apathie, et quand même les démocraties, les régimes démocratiques contemporains s'en adaptent parce que c'est ça la réalité du comportement politique des citoyens après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vais tout vite faire la troisième et la quatrième étape. Troisième étape, l'idéologie de la participation comme un résultat de l'année 1968, avec les facteurs qui étaient dévoilés comme la croissance économique, la stabilité politique, la société post-industrielle, les turbulences en France, aux États-Unis, en Italie en 1968, et surtout l'accroissement des mouvements des droits des femmes, des minorités, etc. etc.